Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement présenté par le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences. Je suis Béatrice Leduc-Ostrovski, conseillère aux relations avec les diplômés, et j'aurai le grand plaisir d'animer cette conférence virtuelle ayant pour titre « L'intelligence artificielle au service des langues ». Je suis certainement pas la seule personne dans la salle qui a régulièrement recours à des outils comme Google Traduction, Lingui, Reverso ou encore Antidote pour ne nommer que ceux-ci. À une certaine époque, monsieur, madame, tout le monde pouvait facilement deviner qu'un texte traduit provenait de Google Traduction. On n'a rien qu'à penser à nos étiquettes de vêtements ou encore aux instructions d'assemblage d'un meuble. Toutefois, dans les dernières années, on a assisté à un changement. Grâce à l'intelligence artificielle et plus particulièrement grâce aux moteurs neuronaux, les logiciels de traduction et de révision sont devenus plus raffinés et plus puissants que jamais. Nos invités de ce midi sont des professionnels qui œuvrent dans le domaine des langues et qui travaillent de façon rapprochée ou extrêmement rapprochée de l'intelligence artificielle. Je vous les présente. Desi Alexandrova, vous êtes développeuse en apprentissage automatique et traitement automatique de la langue naturelle pour Radio-Canada. Plus précisément, vous travaillez au développement de l'application d'apprentissage des langues Moril. Vous êtes diplômée d'une maîtrise en linguistique de l'Université de Montréal et d'un DESS du MILA. Bienvenue. Bonjour. Émile Arsenault, vous êtes traducteur agréé, chef de module des services professionnels chez Versacom, où vos équipes utilisent la traduction neuronale sur une base quotidienne avec certains clients. Vous êtes, entre autres, diplômé du baccalauréat en traduction de l'UDM. Bienvenue. Bonjour. Et finalement, Éric Brunel, informaticien diplômé de l'UDM, vous êtes le président de Druide Informatique. Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, Druide Informatique produit le logiciel Antidote et vous en êtes le concepteur principal. Bonjour Éric. Bonjour Béatrice. Je me permets de remercier le public d'être présent en aussi grand nombre ce midi, alors que le printemps est à nos portes, clairement, et on est certainement fatigué d'assister des événements virtuels. Je vous invite à poser vos questions en tout temps en utilisant le bouton questions-réponses situé dans le bas de votre écran. En deuxième partie d'événement, nos trois invités tenteront de répondre à un maximum de questions. Alors, c'est parti. Afin que tout le monde dans la salle assiste à notre échange et une même base terminologique, je vais me permettre de définir quelques termes qui sont régulièrement utilisés dans le contexte de l'intelligence artificielle et dans la discussion qui va suivre. Plusieurs de ces définitions viennent de l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française, et on va vous laisser un lien dans le clavardage si vous souhaitez le consulter pendant la discussion. Je vais y aller avec la grande base. L'intelligence artificielle, c'est le domaine d'étude qui a pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celles-ci. Un algorithme, c'est une séquence de règles opératoires mathématiques exécutées sur des données et qui permettent l'obtention d'un résultat. Plus précisément, on appelle une tâche la prédiction ou l'inférence effectuée par une machine en fonction de la question qu'on lui pose et des données disponibles. Il existe de nombreux types de tâches, classification, analyse de données, régression, révision, traduction, etc. Et finalement, on va mentionner probablement régulièrement les concepts de l'entrée et de la sortie. En anglais, on appelle ça le input et le output. Dans le domaine qui nous intéresse, donc révision, traduction de texte, on parlera souvent du texte d'entrée ou du texte source et du texte de sortie. Alors, ces définitions sont très sommaires, mais je préfère toujours demander aux experts de leur domaine de nous définir certains concepts plus complexes. Alors, Desi, je me tourne vers vous. J'aimerais que vous nous définissiez trois thèmes: l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le traitement automatique du langage. OK. Une grosse question pour commencer. Moi, je vais aller avec des définitions peut-être moins précises, mais j'espère un plus simple. Alors, par apprentissage automatique, on comprend des algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre à partir d'exemples sans être programmées de façon explicite. Donc, à condition qu'on ait les données et un algorithme d'apprentissage générique, on peut apprendre à une machine à exécuter plein de tâches sans lui fournir d'instructions précises pour y arriver. C'est très utile pour des tâches à la fois concrètes et complexes, pour lesquelles on aurait du mal à comprendre et bien identifier les règles, par exemple.
Maintenant, quand on parle d'apprentissage profond, on parle d'algorithmes inspirés du cerveau qui sont capables d'apprendre à partir de vastes quantités de données. Ça, c'est vraiment la propriété clé. Le traitement automatique du langage, quant à lui, est un domaine interdisciplinaire à l'intersection de la linguistique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Son objectif général est de modéliser la langue, qu'elle soit écrite ou parlée, et de développer des méthodes automatiques de compréhension et de génération ou de production de langue naturelle. C'est les deux compétences langagières nécessaires pour la communication, comme écouter et parler, comprendre et produire. Un exemple classique de technologie qui nécessite la compréhension automatique du langage, c'est le filtre anti-spam de notre boîte de courriel. Il se base sur sa compréhension d'un message avant de le classer comme pourriel ou de le laisser passer. Gmail, par exemple, utilise cette capacité de compréhension pour organiser automatiquement nos messages dans 3 catégories, primaires, sociales et promotionnelles, je pense. Maintenant, un exemple de technologie qui nécessite la production automatique, on le retrouve dans les sites Internet comme Booking.com, Financial Times, qui génèrent automatiquement des descriptions textuelles de leurs produits ou de leurs services à partir de données structurées, donc des tableaux essentiellement. Un exemple populaire est justement le site de Booking.com où les descriptions des hôtels ne sont pas écrites par leurs propriétaires respectifs, mais sont plutôt générées à partir d'une liste de caractéristiques, comme le nombre de chambres, l'adresse, les services offerts, etc. Et cela en plusieurs langues en parallèle. Un autre exemple, c'est les sites de nouvelles financières comme Financial Times qui font appel à la génération automatique de texte pour rédiger constamment des articles à partir de différents indices économiques. En passant, fait intéressant, c'est Environnement Canada qui a créé dans le début des années 90 le premier système commercial de génération de texte pour produire automatiquement des bulletins météorologiques en français et en anglais à partir des mêmes données numériques. Et finalement, je termine par un exemple de tâche qui nécessite à la fois la compréhension et la production. C'est bien la traduction automatique dont il sera beaucoup question aujourd'hui. Parfait. J'ai hâte d'en entendre davantage. Et j'en profite au passage. Donc, Dessy, vous avez un titre de développeuse, mais vous êtes formée en tant que linguiste. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'est la linguistique computationnelle, ou la linguistique informatique en comparaison avec la linguistique classique? Oui. Alors, aujourd'hui, la linguistique computationnelle ou informatique et traitement automatique du langage sont devenus quasiment synonymes. Les deux disciplines sont informées par les données, donc data-driven, comme on dit en anglais, et sont dominées par l'apprentissage automatique et dernièrement par l'apprentissage profond comme méthode. Dans ces domaines, il existe 2 principales spécialisations, texte ou parole, selon les 2 modalités du langage. La linguistique traditionnelle ou classique, par contre, est la discipline scientifique s'intéressant à l'étude du langage dans le sens large. Elle vise à construire des théories potentiellement valables pour toutes les langues du monde et les diviser en domaines de spécialisation en fonction des différents niveaux d'analyse du signal linguistique. Alors, par exemple, pour les sons, on aura la phonétique et la phonologie. Pour les mots, la morphologie. Pour les phrases, la syntaxe. Pour les énoncés, la pragmatique. Pour le sens, la sémantique, et j'en passe. Alors, les 2 disciplines se penchent sur la modélisation symbolique du langage, mais la linguistique computationnelle le fait par des moyens statistiques et s'appuie sur des données, des corpus, pour développer non seulement de théories, mais aussi de logiciels et de ressources linguistiques. Parfait. Alors, j'espère que pour le public dans la salle, ces explications étaient claires. Moi, j'ai trouvé ça clair et je ne suis pas du tout formée en linguistique, ni en traduction, ni en révision de texte. Mais maintenant qu'on a tous une base commune, je vais me tourner vers Éric, car vous êtes un entrepreneur qui est à la tête d'une organisation depuis sa fondation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et à quel moment, chez Druid, l'intelligence artificielle s'est imposée? D'accord, oui. Moi, dans mon cas personnel, je me suis frotté à l'intelligence artificielle dès 1984 dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Montréal.
où j'ai réalisé mon premier correcteur grammatical du français. Alors, c'était avec des techniques de l'époque sur des machines Lisp. En 93, j'ai fondé Druid et dès le départ, Antidote a toujours été un produit de l'intelligence artificielle. Alors, ça s'est fait en diverses étapes avec la croissance d'une part de la technologie et d'autre part des machines que nos clients avaient à disposition. Hein. On est obligé de tenir compte de ce qu'ils ont. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse symbolique, où on utilise des règles qui sont formulées par des linguistes qui vont nous donner des analyses et sur lesquelles on base nos corrections. Ensuite, on a une deuxième étape qui était ce qu'on appelle la statistique, alors des choses comme nos co-occurrences, que j'imagine plusieurs de nos utilisateurs connaissent. On utilise nos co-occurrences pour désambiguer certains rattachements, par exemple un amas d'étoiles rouges, est-ce que ce sont les étoiles qui sont rouges ou c'est l'amas? Donc, ce rattachement-là, on peut le décider de façon statistique, c'est ce qu'on fait depuis 2006. Et puis, depuis 5 ans, on s'est trouvé à aborder ce qui est réellement l'apprentissage profond ou le moteur neuronal. Et ça, on l'a fait. On a été la première organisation à donner un fonds de 1 million au MILA, qui dépend de l'Université de Montréal, de Yoshua Bengio. Et on a créé le fonds Druid en analyse de texte pour utiliser le génie des enfants de Yoshua pour créer des algorithmes nouveaux et réussir à aller plus loin dans l'analyse qu'Antidote peut faire. Alors, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. Et effectivement, l'analyse neuronale nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les étapes précédentes. Par exemple, dans Antidote 11, qu'on a publié en octobre dernier, on a maintenant la capacité d'introduire des virgules manquantes ou des mots manquants dans des phrases, ce que l'analyse symbolique ne faisait pas ou ne faisait pas très bien. Donc, on est capable de faire des choses nouvelles. Par contre, ce n'est pas magique. On continue d'avoir besoin de linguistes pour passer derrière les apprentissages de base pour être capable de limer les aspérités et obtenir des résultats meilleurs. Donc, on envisage de faire des choses nouvelles. On travaille là-dessus quotidiennement. Par exemple, une des choses qu'on aimerait bien faire, c'est un des problèmes qu'on rencontre souvent chez nos clients, c'est-à-dire des gens qui mettent plusieurs idées dans une même phrase. Et à ce moment-là, ça devient difficile d'analyser la phrase et de trouver les erreurs. Donc, on aimerait bien que l'analyse neuronale soit capable de repérer ces choses-là et capable de suggérer à la personne de séparer ses idées en 3 phrases avec des points ou des points-virgules. Donc, c'est un exemple de choses qu'on espère que l'analyse neuronale va nous permettre de faire d'ici bientôt. Je vous le souhaite vivement, effectivement. De votre côté, Émile, vous travaillez dans une grande boîte de traduction, Versacom, où la traduction neuronale est utilisée. L'utilisation de ces outils implique forcément une profession techno-langagière qu'on appelle le post-éditeur. Ces personnes sont généralement formées en traduction ou en révision, je ne suis pas certaine, vous allez nous en parler, mais le travail est différent de la formation initiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et aussi nous expliquer si le rôle du traducteur a évolué dans le contexte de la traduction neuronale? Oui, donc je vais commencer par faire un petit cours d'histoire accéléré. Vous allez voir que ça reprend les mêmes concepts que mes 2 collègues ont abordés tout à l'heure. Premièrement, c'est ça, la traduction automatique, ça existe depuis très longtemps. Béatrice, tu l'avais mentionné en ouverture que tu utilises Google Traduction depuis longtemps, puis tu as vu une différence dernièrement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la première génération, c'était basé sur des modèles basé sur des règles. Ensuite, la deuxième génération, basée sur des statistiques. Puis là, c'est tout récent, le moteur neuronal, il a fait son apparition il y a environ 5 à 6 ans. Là, ça coïncide avec ce qu'Éric disait à l'instant. Donc, pourquoi le moteur neuronal est aussi révolutionnaire qu'on peut le constater quand on utilise Google Traduction, par exemple? C'est qu'il va nous produire des phrases vraiment plus naturelles que ce qu'on était habitué avant avec des moteurs statistiques ou des moteurs basés sur des règles. Donc, vu le côté naturel des traductions, ça a à la fois un avantage en fait, puis un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser ça comme premier jet la plupart du temps pour aller gagner en productivité, ce qui est extrêmement utile de nos jours, vu qu'il y a une explosion de la demande en traduction. Il y a une croissance vraiment forte l'année dernière, une croissance au-dessus de 20% là, pour les 100 plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde. Puis,
Donc, ça, le fait que ce soit des belles phrases, ça nous aide à gagner en productivité, mais l'inconvénient, c'est que des fois, on va lire la phrase en français puis on va dire « Ah, ça a l'air bien », sauf que ça n'a pas rendu le sens de l'anglais comme il faut. Donc, c'est ce qu'on appelle là, en traduction, en langage de traduction, des belles infidèles. Des belles phrases, mais qui ne disent pas la même chose que le texte source. Puis ça, il faut absolument corriger ça. Ça pose des défis pour les langagiers dans la mesure où on n'est pas nécessairement toujours habitué à trouver certains types d'erreurs. Par exemple, un réviseur va être habitué de voir certains types d'erreurs par un humain. Le moteur ne va pas toujours être aussi prévisible. Puis vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment une caractéristique du moteur neuronal, le fait qu'il ne va pas toujours nous produire des textes de la même manière. Il va des fois nous sortir de ce qu'on appelle du neural babble. Il va répéter le même concept 3-4 fois dans la même phrase, puis ça devient illisible. D'autres fois, il va nous faire une phrase qu'on peut réutiliser telle quelle. On ne sait pas trop à qui on a affaire. Moi, je vois ça comme un collègue avec qui on doit apprendre à travailler. Puis, il y a un comportement très étrange, des fois des comportements déviants. Là, il faut vraiment le regarder de proche. Puis, par contre, c'est ça, c'est le plus productif de tous les collègues qu'on va jamais avoir. Il prend jamais de pause, puis il coûte probablement moins cher qu'il y avait du monde. Là. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire avec ce collègue-là, mais il faut apprendre à l'apprivoiser. Puis l'autre partie du rôle qui change pour les langagiers, c'est qu'on essaye d'alimenter des corpus de données qui vont être de plus en plus vastes, mais aussi de plus en plus propres pour que le moteur puisse, après ça, faire des meilleures analyses puis nous produire des meilleurs résultats pour qu'on aille chercher un gain en productivité de plus en plus intéressant. Donc, le rôle du langagier, il faut qu'il soit changé pour qu'il pense toujours est-ce que ce que je suis en train de fournir comme données, ça va être utile à terme, puis ça va améliorer les résultats là, du moteur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle souvent le nouveau rôle du traducteur, le traducteur augmenté. La profession, là, carrément, si vous faites des recherches Google, vous allez voir, il y a beaucoup d'articles à ce sujet-là. Fantastique. Merci pour cette explication qui était, ma foi, qui allait à l'essentiel. Je reviens auprès de Dessy, parce qu'on vient d'entendre parler du rôle du traducteur qui a changé. On en a touché un petit peu un mot tout à l'heure, mais du côté des linguistes, évidemment, les rôles sont aussi en train d'évoluer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tâches spécifiques qui ont évolué avec l'arrivée d'outils raffinés en intelligence artificielle? Puis j'en profite parce qu'on est passé très rapidement sur votre poste, mais je vais vous demander de préciser votre rôle chez Radio-Canada auprès de l'application Moril. Donc, je sais qu'il y a eu une question dans le clavardage à ce niveau. On y a répondu, mais je serais curieuse d'en apprendre plus sur votre rôle spécifique. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, pour les linguistes, de ce que j'entends et de ce que je vois de mon expérience, qui est quand même pas aussi longue que celle d'Éric, et même celle d'Émile dans le domaine, mais je constate que plutôt que de travailler sur des modèles de langue, donc par ça on comprend l'ensemble de règles qui régissent le fonctionnement d'une langue, les linguistes se concentrent aujourd'hui plus sur la conception et la création de jeux de données destinés à l'apprentissage automatique. Donc aujourd'hui, c'est aux machines à découvrir ou à définir les règles qui sous-tendent une tâche, telle que la traduction, par exemple, et non pas aux linguistes. Mais pour que la machine puisse apprendre à bien faire la tâche, elle a besoin d'exemples de qualité. Et c'est à ce moment-là qu'on a toujours besoin de linguistes, que ce soit pour l'annotation manuelle d'exemples d'entraînement ou pour la validation d'exemples annotés automatiquement. On compte sur l'expertise humaine pour assurer la qualité des données qu'on donne aux algorithmes, parce que plus la qualité est grande, plus la performance des algorithmes va être meilleure. On peut aussi avoir recours à des linguistes pour évaluer la qualité des jeux de données ou la qualité des prédictions des modèles. Par exemple, pour apprendre à faire automatiquement l'analyse syntaxique d'une phrase, ça prend des exemples de phrases simples, comme sujet, objet, verbe, mais aussi des exemples de phrases interrogatives, des exemples de phrases complexes avec des subordonnées, des exemples de voix passives et de toutes sortes de phénomènes langagiers que les linguistes, eux, ils connaissent bien. On trouve encore une autre utilité des linguistes dans le contexte des modèles qui sont difficiles à interpréter, qu'on appelle des boîtes noires, où c'est par l'analyse des erreurs produites par l'algorithme qu'un linguiste pourrait voir que l'algo il prend des raccourcis ou il a pris
les mauvaises règles. Et à ce moment-là, le linguiste pourrait travailler avec les ingénieurs pour développer des solutions, par exemple. Mais les linguistes employés par les grandes entreprises, et là, je ne parle pas d'antidote parce que c'est vraiment l'exception à la règle, souvent utilisent, donc ces entreprises-là, souvent utilisent les linguistes, non pas dans leur capacité de linguiste, mais en tant que locuteur natif d'une langue. Donc, on a besoin de leur jugement en tant que locuteur natif, des jugements de grammaticalité. Est-ce que la phrase semble naturelle ou pas? Ou de leur oreille pour entendre et transcrire des énoncés que la machine n'a pas pu reconnaître à cause d'un accent ou d'une prononciation atypique ou d'un bruit quelconque. Donc, c'est un travail à la mitaine qu'on les fait faire pour corriger l'output ou la sortie des systèmes qui peut avoir en fait avec le fonctionnement des modèles. Alors, maintenant, ta deuxième question. Dans mon cas, je porte un peu deux chapeaux, le chapeau de linguiste et de dev ML. Et mon mandat, c'est d'utiliser l'apprentissage automatique pour appuyer le travail de certains de mes collègues, en fait. Le travail d'une équipe de créateurs de contenu pédagogique. Ce sont des enseignants de langue seconde qui élaborent différentes activités d'apprentissage dans le cadre de l'application Moril. Maintenant, Moril, c'est quoi ça? C'est une plateforme numérique d'ici pour apprendre gratuitement l'anglais et le français avec des contenus originaux de CBC et de Radio-Canada. Donc, Moril permet de développer surtout la compréhension orale d'une langue étrangère avec du contenu canadien qui est adapté au contexte culturel d'ici, mais en même temps, il est adapté aux différents niveaux d'habileté, donc qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé. Les apprenants alors écoutent le contenu audio et vidéo et répondent à des questions de compréhension développées par des experts en apprentissage de langue, donc par des humains. Et c'est alors ce travail de pédagogie derrière l'application qui est long, complexe, entièrement fait manuellement, qui peut bénéficier de l'intelligence artificielle pour l'aider à composer avec la vaste quantité de contenu dont CBC Radio-Canada dispose, mais aussi à automatiser certaines tâches plates, plus répétitives, par exemple, ou à se donner toutes sortes d'outils d'analyse dans le développement de ce contenu-là. Merci beaucoup. Je vois que Éric a souri durant l'intervention de Desi, donc je me tourne vers lui. Évidemment, Desi vous a mentionné Antidote. Vous avez à peu près une centaine d'employés chez Druid. Est-ce que vous pouvez d'une première partie, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi la répartition des métiers chez Druid? Parce que vous employez plusieurs métiers langagiers, techno-langagiers. Et à travers les années, est-ce que vous avez observé des changements du côté de vos artisans et ce qu'ils font au niveau de l'intelligence artificielle et dans le développement logiciel? Oh, M. Brunel a son micro coupé. J'appelle en renfort. Allez-y, je vous en prie. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ça ne marche pas toujours, les commandes. J'essaie de vous empêcher d'entendre les bruits de fond chez moi. Alors, je souriais parce que Desi a mentionné Moril, et je ne sais pas si vous l'avez connu, Moril Bélanger, mais c'était un député libéral, personne n'est parfait, mais il était un très drôle orateur. J'ai bien ri dans des congrès où je l'ai entendu. Alors, chez Druid, on est une centaine de personnes. Il y a à peu près la moitié en développement et la moitié en commercialisation. Et du côté développement, on a littéralement un tiers de nos développeurs qui sont des linguistes. Et avec une belle répartition entre hommes et femmes, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises d'informatique. Donc, on a toujours besoin de linguistes. J'en ai parlé tantôt après la correction neuronale. Ce sont eux qui sont au cœur, bien sûr, de la machine correcteur et la machine de dictionnaire d'Antidote.
Et d'ailleurs, du côté d'évolution, un aspect intéressant, c'est qu'on a toujours des gens qui sont là depuis très longtemps. Je pense à mes 3 linguistes principaux, Mala Bergevin, Jean Fontaine et Jean Saint-Germain, tous 3 diplômés de l'Université de Montréal, qui sont toujours là depuis 25, 26, 27, 29 ans. Alors, ils ont évolué avec la technologie. Aujourd'hui, ils évaluent des modèles d'analyse neuronale, alors qu'à l'époque, ils travaillaient en symbolique, en entrant des mots dans le dictionnaire à la main. Donc, j'ai vu beaucoup d'évolution du côté des linguistes. On a, par exemple, avec la capacité des machines qui a augmenté avec les années, on a couvert de plus en plus de choses et des choses de plus en plus complexes, comme les co-occurrences, comme l'étymologie, l'historique des mots. Alors, les linguistes ont évolué avec ça aussi. Une autre chose que je constate avec les nouveaux linguistes qu'on engage, parce qu'on engage régulièrement, on a d'ailleurs 2 postes ouverts en ce moment, on constate que la linguistique computationnelle, comme l'appelait Dessy, est de plus en plus considérée dans les départements, puisqu'on reçoit des linguistes qui connaissent déjà le Python, parfois même le SQL, qui est utile pour nos bases de données. Donc, on voit vraiment une conscience de l'importance de l'informatique dans la linguistique moderne. Ils apprennent très bien à travailler avec ça. On travaille bien sûr en équipe. Alors, une des plus grandes évolutions, je dirais, oui, c'est l'aspect statistique de la chose là, qu'ils apprennent à manipuler. Et puis, bien sûr, de notre côté, en introduisant l'anglais, on a aussi eu besoin tout à coup de faire en sorte que nos linguistes soient multilingues, ou au moins bilingues, puisqu'ils doivent passer de l'une à l'autre assez régulièrement avec les traductions de co-occurrence et d'expression. Donc, on doit toujours réfléchir dans les 2 langues. Fantastique, merci beaucoup. On a parlé beaucoup des avantages. Éric a touché un mot par rapport aux limites, mais je veux qu'on passe un peu de temps à en discuter. Je me tourne vers Émile. Selon votre expérience, donc vous avez une expérience d'agence de traduction, quelle est la limite actuelle des moteurs neuronaux dans le domaine de la traduction spécifiquement? Donc, si je reprends la comparaison, l'analogie que j'avais faite tout à l'heure, c'est un nouveau collègue qui est imprévisible, le moteur neuronal. Puis son principal défaut, c'est qu'il ne comprend rien. Donc, quand on garde ça en tête, on peut comprendre après où il va se planter, là. Donc, il y a des textes de certains domaines où ça ne nous aide pas d'avoir un premier jet du moteur neuronal. Par exemple, si on a des slogans à traduire, vous pouvez vous imaginer, là, essayer de traduire « just do it », ça va donner « juste fais-le », quelque chose comme ça, là. Donc, c'est pas nécessairement un bon premier jet qui va nous faire gagner du temps, là. Quand il y a des textes très bien écrits avec des métaphores filées aussi, le moteur ne sera pas capable de détecter des subtilités dans la langue comme ça. Donc, il ne sera pas capable de les rendre, c'est sûr. Puis, il y a aussi l'autre extrême. Là, je vous ai parlé de textes très bien écrits qu'on veut rendre à 100% là, avec toute la précision qu'il mérite, ces textes-là. Mais il y a des textes, des fois, qui sont très mal écrits, bourrés de fautes. Puis ceux-là non plus, le moteur ne sera pas capable de bien les rendre parce qu'il n'est pas capable de les comprendre. Donc, pour ces textes-là aussi, on a vraiment besoin d'un être humain pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a voulu dire avec le texte. Ça prend vraiment la validation d'un être humain, d'un langagier. Là, il faut qu'il soit aux commandes. Puis si le moteur nous a fait un premier jet, des fois, c'est carrément mieux de repartir de zéro dans ces cas-là. Puis... Donc, il y a des régionalismes aussi. Des fois, il y a le fait que la langue est vivante. Il y a toujours des nouveaux concepts qui vont être lancés dans l'actualité. Imaginez-vous, là, vous êtes traducteur, puis là, il y a la COVID-19 qui arrive. Il y a plein de nouveaux termes qui sont créés. L'usage est un peu flottant au début. Est-ce qu'on dit le COVID, la COVID? On ne sait pas trop. Donc, pour ça nous prend des terminologues pour trancher sur ces questions-là. Puis après, les langagiers sont très bien placés pour se tenir au courant de l'actualité puis de faire les bons emplois dans leur texte. Le moteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde dans un corpus. Donc, il est vraiment tourné vers le passé. Puis, ça nous prend des gens qui sont vraiment au fait de l'actualité pour être capables de traduire des textes qui reflètent la langue là, au moment de la traduction. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir de nos professions engagées. Parfait, c'est rassurant de l'entendre. Je me tourne vers Éric. Est-ce que vous aussi, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelles limites est-ce que vous observez présentement avec l'intelligence artificielle et les moteurs neuronaux?
Deux choses, exactement ce que Émile disait. J'ai même un exemple que j'aime bien qui est le fameux walk-in shower qui était traduit par la douche sans rendez-vous. Donc, ça, c'est des genres de choses qu'on veut essayer d'éviter quand on fait des textes sérieux. D'un autre côté, un enjeu qui est peut-être spécifique à nous, c'est qu'une des caractéristiques du correcteur d'Antidote, c'est que quand il fait une correction, quand il souligne un mot en rouge, si on clique, on a une petite explication qui nous dit pourquoi il fait cette détection-là. Il essaie d'expliquer la règle. On peut aller voir dans le guide ensuite pour avoir une détection, une explication plus complète. Et ça, c'est quelque chose que les moteurs neuronaux ne font pas. Ce sont des boîtes noires qui donnent une réponse X sans expliquer pourquoi. Et c'est très difficile de savoir pour un humain, en tout cas, pourquoi il a fait cette détection-là. Donc ça, pour nous, c'est un gros enjeu. Et ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de mêler le symbolique et le neuronal. Le symbolique pour expliquer après coup ce que le neuronal a fait. Parce que pour nos gens, c'est quand même important. Quand Antidote se trompe, ça arrive. Pas souvent, heureusement, mais ça arrive. À ce moment-là, on espère que le moteur symbolique va pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un très gros enjeu sur lequel plein de gens travaillent, pas seulement Android, là, c'est classique. Un autre enjeu qu'on a beaucoup, c'est la puissance, n'est-ce pas? Les moteurs neuronaux demandent énormément de puissance de calcul. Dans un cas comme Google et compagnie, c'est pas grave, ils ont des fermes de serveurs qui vont vous répondre, mais Antidote est installé localement chez les clients, donc c'est leur machine à eux qui doit répondre. Et ça, on a dévoué énormément d'énergie à essayer de rendre ça efficace. On a réussi pour des choses qu'on fait, mais plus on va faire de choses, plus ça va être difficile. Parfait, je comprends. Le temps file. Je vais passer par-dessus une question que j'avais en réserve. On va passer à la dernière question en plénière avant de répondre aux questions du public. Donc, ma question en plénière est est remplie d'espoir, en fait. C'est selon vous trois, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les 5 à 10 prochaines années dans vos domaines respectifs, donc tout ce qui concerne les outils qui font appel à l'intelligence artificielle. Poursuivons avec vous, Éric, parce que je vous ai fauché une question, donc vous pouvez y aller. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre dans les prochaines années? Ben, je viens d'en parler un petit peu. Le fait que sur les ordinateurs d'aujourd'hui, les modèles neuronaux sont assez lents à fonctionner, mais les organisations travaillent là-dessus. Je me souviens que j'en parlais avec Yoshua il y a déjà 3 ans et ça a commencé. Apple a sorti les nouvelles puces M1 qui comportent un engin neuronal dedans et ça paraît quand on fait nos statistiques de notre côté, nos évaluations, c'est beaucoup plus rapide sur les nouvelles puces que sur les anciennes. Alors, on espère que les gens chez eux vont acquérir ces nouvelles machines-là et qui vont, donc, dans 5 ans, être capables de rouler des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus profondes que ce qu'on fait aujourd'hui. On le souhaite. Ça, c'est une des choses. Et bien sûr, on espère que Yoshua et son équipe vont continuer à développer des choses merveilleuses qui vont nous permettre d'aller plus loin parce qu'on est loin d'avoir fait tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre au service des gens qui écrivent. C'est un processus très complexe. Effectivement. Merci beaucoup, Éric. Desi? Oui, moi je pense que je vais donner une réponse moins visionnaire et plus pratico-pratique parce que moi j'ai clairement besoin de meilleur arrimage entre les avancées qui se font dans ce domaine et qui s'appliquent à l'anglais et les avancées qui se font et s'appliquent aux autres langues. Donc il y a clairement ce qu'on peut faire en anglais est beaucoup plus complexe, plus avancé, plus vraiment c'est plus puissant toujours que ce qu'on peut faire comme tâche en français. La précision qu'on peut obtenir en français, par exemple, ou en d'autres langues, et encore pire en français québécois. Donc, on manque beaucoup de ressources lexicales, beaucoup de jeux de données qui nécessitent beaucoup de travail de la part des linguistes et non seulement. Mais qui sont nécessaires pour pouvoir asservir toute la population et non seulement les anglophones ou les gens de certains pays. Donc, c'est là où j'espère voir plus de travail bientôt. Merci beaucoup. On le souhaite vivement. Et Émile? Oui, donc ma réponse est en 2 volets. Premier volet, j'aimerais
que l'intelligence artificielle nous aide à prendre des décisions. Dans notre industrie, il y a de plus en plus de volume et tout. C'est difficile des fois de décortiquer tout ce qui se passe dans les données de production. Par exemple, quel client a un volume qui augmente beaucoup dans les derniers mois. Si on est capable d'avoir la puissance de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données à notre service, ça va vraiment nous aider à prendre des décisions éclairées à des moments opportuns. Donc, c'est ce qu'on appelle le BI en anglais, là, le petit frère du AI, le Business Intelligence. Puis donc, ça pourrait nous aider à prendre des décisions avant qu'on rencontre des problèmes. C'est comme ça que je le vois. Il y a aussi le fait que, tantôt Daisy elle a touché à ce point-là, mais l'intelligence artificielle peut nous aider à automatiser des tâches ou du moins à analyser des corpus de données pour nous mettre sur un plateau d'argent des choses que ça prendra moins de temps à faire. Donc, en traduction, il y a beaucoup d'étapes, souvent manuelles de ce que j'ai pu voir, du moins, là, pour ce qui est de la préparation des fichiers pour ensuite les envoyer dans un éditeur. Puis là, on va pouvoir traduire. Puis à la fin, le post-traitement, des fois, il faut démasquer du texte. On arrive à utiliser des macros et tout, mais j'aimerais ça un jour voir l'intelligence artificielle à notre service pour que si on a un texte qui vient du même demandeur avec les mêmes instructions, ça regarde qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, puis ça applique la solution pour nous. Tu sais, j'aimerais ça qu'on gagne du temps pour qu'on se concentre sur la traduction. La réalité, c'est que souvent, la traduction, on est à la fin d'une chaîne de production, puis la dernière étape, on est squeezé dans le temps, puis si on pouvait aller gagner le maximum de temps autour de l'acte de traduction, on pourrait livrer des produits de meilleure qualité, je pense, puis s'enlever un stress inutile. Donc, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions du public. Je vous rappelle, chers participants, que vous avez le bouton en bas de votre écran, questions-réponses, que vous pouvez utiliser pour soumettre vos questions. Nous en avons eu plusieurs. Je vais essayer de vous en soumettre le plus grand nombre. La première question provient d'Anthony Blain. Et elle va comme suit. L'utilisation d'outils d'aide à la rédaction et la traduction peut-elle engendrer une normalisation excessive du langage? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Sinon, je vais nommer un volontaire ou une volontaire désignée. Déjà, Monsieur Brunel. le concept de normalisation excessive est amusant en soi. J'espère que non. Et je vais donner un exemple. J'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler des rectifications d'orthographe qui ont été promulguées en 1990 en France et qui ont pris du temps à s'imposer. On les a implantées dans Antidote en 2006 et c'est là. C'est soumis à des réglages, donc les gens ont le choix de les utiliser ou non. Et ceux qui aiment ça vont le faire et Antidote va leur indiquer tous les mots qui sont touchés. C'est pas énormément de mots, là, ça fait que c'est pas une réforme, c'est vraiment une série de rectifications. Et donc, ça peut aider à ce moment-là à faire évoluer la norme et non pas la cristalliser. Il y a d'autres propositions de modernisation qui sont faites et pour lesquelles un outil comme Antidote, entre autres, pourrait aider les gens à évoluer. Donc, dans mon cas, c'est le contraire. Je vois une façon de permettre d'évoluer sans trop de pleurs et de grincements de dents. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou on passe à une prochaine question? Je partage l'optimisme d'Éric, puis je crois que ça va plus nous aider à tirer la langue vers le haut. Puis je vois pas ça comme un enjeu inquiétant. Peut-être que je suis trop optimiste, mais l'avenir nous le dira. Surtout lorsqu'on a les options d'adopter une façon ou pas. Moi, je vois ça, je suis d'accord avec Eric. Parfait, merci. On a une question anonyme, donc, et je pense que ce sera peut-être Émile qui pourrait y répondre. Comment les ressources langagières perçoivent-elles leur nouveau rôle de traducteur augmenté? Et est-ce que, donc la question c'est, est-ce que les programmes d'études en traduction tiennent compte de ce nouveau rôle? On n'a personne de l'université pour nous le dire, mais peut-être que vous pouvez en témoigner par rapport aux nouvelles ressources que vous engagez. Oui, c'est une très bonne question. Ça va vraiment dépendre des gens, de leur vision de la chose, si elle voit ça comme un changement positif. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui est dans le domaine depuis 20 ans ne va pas nécessairement avoir la même attitude face à un changement
de rôle à ce point-là versus quelqu'un qui embarque dans l'industrie. Ça, c'est sûr, là, je vous le confirme. Puis, ce qu'il faudrait savoir, c'est oui, il y a un cours qui se donne à l'UDM sur la post-édition. Ça fait vraiment partie maintenant de notre réalité pour les gens qui embarquent dans l'industrie en ce moment. Même que le thème du Congrès de l'Ordre des traducteurs, terminologues, interprètes agréés du Québec de 2018, si ma mémoire est bonne, donc dans le temps quand on était en présentiel, c'était déjà la post-édition en 2018. Ça fait partie de notre réalité. On ne peut plus vraiment le nier. Puis le rôle de traducteur augmenté, je pense que les gens ils se l'approprient là, depuis plusieurs années déjà, puis que c'est un changement qui se fait progressivement. Il reste qu'il y a plusieurs réalités dans le monde langagier. Il y a des gens qui vont travailler à leur compte, il y a des gens qui travaillent en entreprise, il y a des gens qui vont travailler dans un cabinet comme c'est mon cas. Donc, c'est pas le même rôle qu'ils vont avoir dans ces... C'est pas le même degré de traducteur augmenté qu'on va avoir dans ces trois réalités-là. Puis ça va dépendre aussi du type de texte qu'on va traduire. Tu sais, quelqu'un comme je sais qui va traduire plus des textes de marketing, ça va peut-être moins ressembler là, au rôle de traducteur augmenté, moins de post-édition. Donc, c'est très variable, mais en général, moi, je trouve que la réaction est favorable puis que ça évolue pour le mieux. Fantastique, merci beaucoup. J'ai une autre question et je pense que Dessy sera la meilleure, pourra du moins donner des pistes de réponse. Alors, la question est assez longue, mais certains outils de traduction neuronale très connus, on ne les nommera pas, sont souvent incohérents dans la façon dont ils traduisent un terme. À votre avis, est-ce dû à une imperfection de la technologie ou est-ce plutôt une incitation à utiliser des glossaires préétablis en s'abonnant à une version payante de logiciel? Donc, est-ce que c'est une question, tout à l'heure, Émile a parlé d'erreurs ou, par exemple, les corpus qui sont imparfaits. Je m'adresse peut-être à Dessy pour celle-ci. Oui, c'est une question intéressante. Peut-être que les gens qui travaillent plus en traduction, Eric et Émile, en auraient de quoi dire de plus. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. C'est une bonne question. J'ai jamais pensé, mais j'ai jamais rencontré ce problème non plus. C'est peut-être pour ça. Je pense que le caractère imprévisible dont je parlais tout à l'heure, c'est en plein ça. Puis ce qu'Éric décrivait chez Antidote, chez Druid, je devrais dire, c'est que normalement, il y a le moteur neuronal qui est appliqué, puis après ça, il y a la couche de symbolique. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas parce qu'on est passé à une révolution neuronale que le statistique, le symbolique ou les modèles basés sur des règles n'ont plus leur utilité. C'est vraiment conjuguant les avantages des 2 ou 3 types de moteurs qu'on peut aller chercher un rendement optimal, selon moi. Donc, c'est un exemple parfait qui montre que c'est pas parce qu'une nouvelle technologie est là que les autres d'avant ne servent plus à rien. Là. Contrairement, mettons, là, au bêta, VHS, d'autres exemples. Parfait. Donc, en gros, on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, le secret commercial des dieux, sauf qu'il y a plusieurs pistes de réponse, notamment l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Est-ce qu'ils font exprès pour qu'on s'abonne? On ne le saura jamais. C'est mystère. Donc, désolée pour la personne qui a posé cette question-là. Ça demeure un mystère, même pour nos intervenants. Nous avons une question d'Isabelle Bigra. Peut-être que ça se dessinera à Émile, parce que vous en avez touché un mot tout à l'heure. Quels sont les textes qui se prêtent le mieux à la traduction neuronale? Très bonne question. Il y a plusieurs types de textes. Des fois, ça peut être surprenant aussi. Pour le premier jet, dans du juridique, vu que c'est une langue assez figée, moi, j'ai été surpris de constater que des fois, c'était très bon. Puis sinon, là, je dirais l'autre exemple qui me venait en tête tout de suite, parce que c'est mon dada, c'est là-dedans que j'ai baigné pendant 9 ans, c'est la vente au détail pour des descriptions de produits. C'est souvent les mêmes formulations qui reviennent. On dit souvent à peu près là, toujours que le produit est exceptionnel puis qu'il y a des avantages qui vont changer nos vies. C'est l'avantage qui va changer un peu, mais la phraséologie reste la même, puis c'est souvent les mêmes mots qui reviennent aussi, fait que ça aide le moteur neuronal. Même le moteur statistique nous donnait des bons résultats, sauf que c'est ça, il y a toujours des imperfections, puis je peux peut-être parler d'une courte anecdote. Là, il y avait dans le moteur statistique qu'on utilisait il y a très longtemps, à chaque fois qu'on avait le verbe bite en anglais. En français, ça nous donnait « va te faire voir » en majuscule avec un point d'exclamation. Donc,
ça prend vraiment toujours, je le répète, là, un langagier ou commande pour post-éditer un texte parce qu'on ne veut pas que ça se rende sur un site web là, d'un client, bien évidemment. Effectivement, on voudrait pas que ça survienne. La prochaine question, j'ai envie de la poser à Éric. Elle provient de Valérie Lafortune, puis je vais me permettre d'y aller plus large dans la question qu'elle pose. On parle d'écriture inclusive en français. Est-ce qu'il y a du développement en ce sens? Est-ce qu'il y a des défis qui sont rattachés? Est-ce qu'il y a des machines spécifiques qui vont finir par exister selon vous? Des machines. Je ne sais pas ce qu'on peut dire par des machines, mais je peux vous dire que oui, je connais bien la problématique de l'écriture inclusive qui a peut-être deux définitions différentes, là. Une qui se limite à utiliser des points ou des parenthèses pour inclure le féminin. Dans Antidote, nous, notre position chez Druid, en tout cas, c'est qu'on n'aime pas cette forme-là d'écriture. Par contre, on est tout à fait d'accord avec le principe de mieux représenter les femmes, surtout en français. Ça existe en anglais aussi, mais moins. Et on a inclus des outils dans Antidote depuis Antidote 10 là, pour ça, des filtres qui vont vous montrer tous les endroits où vous avez peut-être utilisé une formulation masculine, puis ce serait possible d'aller chercher quelque chose de plus général. On parle à ce moment-là d'écriture épicène, où est-ce qu'on va utiliser, mettons, le personnel au lieu des employés ou masculins. On va utiliser le lectorat au lieu des lecteurs, etc. Des mots donc qui couvrent les deux genres. Donc, on va suggérer ce genre de choses-là dans Antidote. On reconnaît les formes avec les points, là, on appelle ça des doublets explicites. Ces choses-là, on ne les promeut pas parce qu'on trouve que c'est contraire à la philosophie là, de la langue qui est de s'arranger pour qu'elle soit lisible et qu'on puisse la lire à haute voix, qu'on la comprenne facilement et que ce ne soit pas un charabia là, de points et de choses du genre. Donc, on est fortement opposé à ça chez Druid. On comprend que c'est à la mode dans certains domaines, c'est même recommandé dans certaines institutions que je ne nommerai pas, mais chez Druid, on préfère utiliser un langage plus explicite tout en favorisant la reconnaissance des deux genres. Donc oui, c'est un enjeu. Et on fait ce qu'on peut pour accommoder les gens, mais les points un peu partout, c'est difficile avec les URL, par exemple. Ça se confond avec les URL, ça se confond avec toutes sortes de choses. Donc, on ne recommande vraiment pas de ce côté-là. Par contre, on va vous aider beaucoup à trouver les mots nécessaires pour représenter les deux genres. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une question de Marie-Ève et j'ai envie de la poser à Desi parce qu'elle avait de nombreux exemples en poche. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur d'autres applications de l'intelligence artificielle en rapport aux langues, donc de façon très large? Oui, tout à fait. Je vais quand même donner un exemple d'une autre application d'apprentissage de langue qu'on connaît tous très bien, je pense, Duolingo, parce que eux, ils sont ils ont bien avancé leur travail d'implémentation de fonctionnalités basées sur l'apprentissage automatique. Et souvent, ce que eux, contrairement à ce qu'on fait chez Moriel, où on se garde ces outils à l'interne, puis on les utilise à l'interne, eux, ils développent des outils qui servent directement à l'utilisateur. Donc, on peut voir directement le résultat de cette implémentation-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais par exemple, je sais qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour valider, au moins en partie, les traductions faites par des apprenants. Lorsqu'on nous demande de traduire une phrase, puis il faut le taper, la validation instantanée de notre traduction et des fois même des corrections des corrections suggérées, ça se fait grâce, entre autres, à l'intelligence artificielle. Ils s'en servent aussi pour optimiser le temps de répétition du vocabulaire, pour nous inciter à aller réviser certains mots plutôt que d'autres, juste au bon moment avant que la probabilité de les oublier soit trop grande. Et dernier exemple, ils s'en servent aussi pour nous inciter à nous pratiquer, même trop, là, à mon avis, mais
Ouais, ça aussi, pour envoyer toutes sortes de notifications d'incitatives à revenir à l'application au meilleur moment pour nous. Parfait. Merci beaucoup pour ces exemples. Il y a beaucoup de questions qui nous sont soumises. Il nous reste peu de temps. Je vais essayer d'en prendre une ou deux de plus. Alors, j'ai une question, attendez, de Maria Isabelle Vargas, ou Varga, pardon, si j'ai fait une erreur. Vous parlez de traducteurs augmentés. Qu'en est-il du rôle des terminologues? Joue-t-il un rôle de terminologue augmenté avec la traduction automatique assistée, la TAO? Je ne me souviens plus exactement que signifie cet acronyme. J'ai envie de poser la question soit à Éric, soit à Émile. Qui voudrait se lancer? TAO, en fait, c'est la traduction assistée par ordinateur. Assistée, parfait, merci. Et le terminologue, Émile en a parlé tantôt, ça fait que je vais lui laisser répondre là-dessus. Et donc, les terminologues, j'avoue que moi, je ne suis pas terminologue personnellement, donc je vais m'avancer avec le peu de connaissances que j'ai, mais évidemment, là, chez Versacom, on a des terminologues qui jouent un rôle très important dans l'établissement là, des consignes pour toute la terminologie qu'on doit employer là, pour des clients en particulier. Puis, donc, c'est ça, leur rôle en tant que tel, à mon avis, il n'y a pas le même changement là, qui va s'opérer que pour les traducteurs, traductrices. Mais oui, leur apport est vraiment considérable pour qu'on ait des bases de données qui vont avoir des corpus nettoyés qui vont nous servir ensuite dans nos moteurs. Fait qu'on peut voir comme un rouage duquel part après ça le reste du processus. Une fois que la terminologie est employée, pendant la traduction, on va la récupérer. Puis après ça, on va avoir des textes qui vont être produits, qui vont être nettoyés, qui vont être propres, qui vont servir ensuite au moteur éventuellement. Puis là, lui, il va pouvoir produire des meilleurs textes. Donc, ça fait partie vraiment intégrante du processus pour qu'on puisse avoir la bonne post-édition. Donc, je dirais, ça s'inscrit, mais c'est pas, je pense pas que le rôle en tant que tel, il change autant que pour les traducteurs, traductrices. Chez nous, Béatrice, tu me permets de... Bien sûr. Nous, on les appelle les lexicographes, nos terminologues, et ils utilisent énormément d'outils pour les aider, des outils sur le web, mais aussi nous-mêmes, on a nos propres outils là, qu'on fait, par exemple, pour déceler les nouveaux mots qui sortent et on ajoute des nouveaux mots tous les jours dans nos dictionnaires, tant en français qu'en anglais. Alors, ils utilisent énormément d'outils. Donc, en ce sens-là, ils sont peut-être augmentés par rapport aux traditionnels qui utilisaient des fiches de carton, mettons, comme M. Littré. Mais effectivement, le rôle fondamental, comme dit Émile, est le même, c'est-à-dire sortir les vraies choses, sortir les vraies définitions, ce qui va avec ça, les concepts nouveaux, et les définir le plus clairement possible. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question relève qui a été directement adressée à Dessy dans le question-réponse. Elle provient de Karianne Alpin. Alors, venant d'une formation en linguistique, de quelle manière vous êtes-vous initié au côté informatique pour travailler dans le traitement automatique du langage? Auriez-vous des recommandations de par où commencer? Très bonne question. C'est la question que j'avais il y a quelques années moi aussi, moi-même. Mais c'était aussitôt que je me suis sentie interpellée par le volet plus informatique, computationnel pendant mes études en linguistique. J'ai essayé d'organiser, de faire mon choix de cours en fonction de ça pour aller chercher le plus de connaissances possible durant ma majeure, puis ensuite surtout durant ma maîtrise à UDEM. Puis je sais qu'à UDEM, au moins, on peut même aller chercher dans des cours de d'autres départements. Il y a un nouveau programme de linguistique, une nouvelle maîtrise de linguistique avec un profil plus informatique aujourd'hui qui n'existait pas dans mon temps. C'est commençant comme ça, petit à petit, avec apprentissage à côté de programmation,
c'est des étapes qui deviennent naturelles. Puis, moi, ça m'a amené clairement au MILA à la fin, en passant par des cours de rattrapage de connaissances comme statistiques, mathématiques que j'ai dû faire pour mieux me préparer à cette autre discipline qui est quand même, le passage n'est pas évident à faire, effectivement, mais avec les bons cours, puis avec le bon soutien des profs, ça se fait bien, je pense. Parfait, merci beaucoup. Et là, en quelques secondes, parce que je ne peux pas passer à côté, puis il y a encore une question de la relève. Sylvie Vandal pour Émile, quel avenir pour les traducteurs et les traductrices spécialisés? C'est une bonne question. J'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais moi, je suis très optimiste. Là. Je crois que s'il y a des traducteurs qui ont vraiment une valeur ajoutée, c'est ceux qui ont des connaissances poussées dans un domaine en particulier parce que généralement, les corpus vont être moins vastes. Donc, pour la traduction automatique neuronale, les résultats vont être généralement, là, je ne veux pas trop aller dans des exemples précis, mais généralement, ça va être moins bon, à mon avis. Puis, il y aura toujours des nouveautés dans des champs de recherche plus spécialisés. Donc, si on se tient à jour, puis justement, c'était dans mes conseils pour un peu plus tard, mais si on veut garder une valeur ajoutée en tant que traducteur spécialisé, il faut voir son rôle, se l'approprier en gardant en tête qu'il faut toujours apprendre, puis toujours lire. Puis, si on va en traduction, généralement, on aime ça, lire. Puis donc, c'est en lisant, en faisant de la formation continue qu'on peut garder une valeur ajoutée par rapport à la machine, là, si on veut regarder ça objectivement. Donc, moi, je suis pas trop inquiet pour les traducteurs spécialisés. Je pense que c'est plus ceux qui se spécialisent qui se spécialisent pas, qui sont généralistes dans traduction de textes qui pourraient être traduits automatiquement puis fournir un résultat brut utilisable que eux, il faudrait qu'ils aient d'autres cordes à leur arc, selon moi, pour avoir une carrière prospère. Parfait. Émile, est-ce que c'était votre mot de la fin? Je vais juste ajouter un petit point, juste un remerciement là, d'avoir fait partie du panel. C'était vraiment tout un honneur aujourd'hui. Puis, je parlais de lecture, je voulais vous conseiller des livres qui traitent d'intelligence artificielle. Je vais essayer de les mettre pour que vous puissiez les voir. Là. Mais Homo Deus de Yuval Noah Harari, puis la suite 21 Lessons for the 21st Century. Donc, je pense, Béatrice, tu vas pouvoir donner les liens. Puis, une fiction aussi, si vous êtes plus du genre de fiction, mais attendez-vous à ce que ce soit un peu plus pessimiste, glauque. Ça s'appelle Immortel. Puis c'est de José Rodrigues dos Santos, qui est un très bon auteur portugais, qui est journaliste à la base et qui est devenu chef d'antenne. Puis ce livre-là, j'ai trouvé fascinant. Il s'est basé sur beaucoup de recherches qu'il a faites. Il nous présente des exemples réels d'application de l'intelligence artificielle dans le cœur de son intrigue. Donc, si vous voulez quelque chose de divertissant, un petit peu triste, là, je dirais, mais quand même qui va vous apprendre des choses, c'est un auteur que je recommande. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui disent dans le chat, est-ce que vous pouvez redonner les références? Elles vous seront acheminées par courriel. Ne vous en faites pas. Dessy, votre mot de la fin? Je voulais simplement vous remercier pour cette opportunité de représenter un peu les linguistes aujourd'hui. Et moi aussi, je vais partager peut-être quelques liens avec toi par la suite, puis avec tout le monde, de lectures que j'ai trouvées intéressantes et appropriées, surtout au début d'un changement de parcours linguistique vers informatique, pour que ce soit le plus doux et amusant possible. Merci beaucoup. Et Éric? Béatrice, est-ce qu'on a le chiffre de l'auditoire? On était plus de 300 au début de la conférence. Si le chiffre a changé, mes collègues me le communiqueront. Alors, je voulais remercier ces 300 personnes de nous avoir écoutés. Je n'ai pas de livre à recommander comme Émile. Par contre, je peux vous dire de rester à l'écoute. Le 6 avril, on devrait annoncer des jolies nouveautés chez Druid. Alors, merci à tous.
Parfait. Alors, merci beaucoup à vous trois, membres du public. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le sujet de cet échange. Je vous invite à prendre 1 minute de votre temps pour répondre à un court sondage. On vous jure, ça prend 1 minute. Ça nous permet toujours de vous offrir du contenu qui vous intéresse. Et très, très rapidement, je me permets de vous inviter à inscrire quelques dates à votre calendrier pour vous retrouver, vous remémorer des bons souvenirs, célébrer votre passage à l'Université de Montréal. Pour la première fois de son histoire, l'Université organise des grandes retrouvailles du 28 septembre au 2 octobre prochain. La programmation sera dévoilée sous peu et vous trouverez tous les détails sur le site web du réseau des diplômés des donateurs. En terminant, un merci spécial à mes collègues Amira Mrad et Jérémy Desport et à toute l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui, ce midi, ça n'aurait pas été possible. Alors, au nom du réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal et du département linguistique et traduction ainsi que le département d'informatique et de recherche opérationnelle, merci de votre participation et au plaisir de vous revoir très bientôt.